Salut à tous, alors petit article sur Cardiac de Jean Savaillard. Alors, c'est un billet d'humeur, donc ce n'est pas très objectif, c'est surtout le ressenti de ce gars. Donc on va essayer de lire ce qu'il a mis, voir s'il a pas dit trop de conneries, ou si il est objectif, ou s'il est pas du tout objectif. Voyons ce qu'il met. Vous avez vu les puissances des dernières voitures électriques, leur couple, leur accélération, leur autonomie, et au fait leur prix. Je reviens de l'essai de la nouvelle Renault Zoé et ce dimanche j'ai fait 320 km en Nissan Leaf, en attendant d'essayer les Peugeot i208, Kia Niro, Volkswagen e-Golf et autres électriques ou électrifiés. La rédac chef d'un magazine senior m'a commandé une série d'essais de voitures électriques. Il en a de la chance celui-ci. Que vais-je leur raconter à mes lecteurs? Qu'avec la nouvelle Zoé, ils vont gagner 2 secondes sur le 80 à 120 km/h. Qu'avec Mamie, ils vont pouvoir se scotcher l'occiput à la tête. Qu'avec la Leaf, ils vont enrhumer les Jones sur Yamaha T-Max et sentir les Ray-Ban leur remonter sur le nez. La Zoé, c'est 135 chevaux, autant qu'une GTI des années 80. Certes, pour une tonne et demie, mais avec un couple instantané de 25 mkg. Je sais pas ce que c'est mkg, je vais voir sur Google. Alors, mkg, c'est le mètre kilogramme, c'est une unité de couple. 1 mkg égale 9,8 Nm, donc quasiment 10, on va dire. Alors pourquoi utiliser cette unité alors que tout le monde utilise le Newton mètre? Je comprends pas trop, mais bon, bref. Passons, continuons. Et ça fait une sacrée différence. Donc la Nissan c'est 217 chevaux et 350 Nm pour 1 tonne 7 et des reprises à avaler son chewing-gum. Je ne parle pas des Tesla avec leur 0 à 100 à utiliser une moto sportive. Qu'est-il arrivé à la voiture électrique? S'agit-il de sauver la planète ou de faire péter des chronos? Pourquoi tant de puissance? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Non, mais c'est surtout pour attirer les acheteurs qu'elles ont de la puissance, faut pas se leurrer. Hein. Admettons qu'il s'agisse d'une opération séduction sur le thème vous ne vous ennuierez pas en voiture électrique. Et de fait, ça arrache les poils, ça pousse, ça envoie du bois et même ça tient le parquet. Ah, les expressions. Sauf qu'un coup d'œil à l'autonomie restante calme vite les ardeurs et allège soudainement le pied droit. En gros, 400 km d'autonomie à la norme de WLTP, c'est 450 à 500 sur départemental à 80 km/h maxi. Oui, je suis d'accord. Et au mieux, 250 km à 130 sur autoroute. Ouais, 200 km avec un fort vent de face, ça me paraît honnête. Comme chiffre, j'avoue, c'est à peu près ça, ouais. Car sauf à faire mes muses sans regarder la jauge, on comprend vite que seule la performance pertinente d'une moteur électrique, c'est son autonomie. De fait, on n'est jamais certain que la borne de recharge sera libre et au bon format. Alors ça c'est pareil, il faut se renseigner avant, sur ChargeMap par exemple. Alors le fait que ce soit libre, oui, je suis d'accord, on peut tomber sur une borne qui est déjà prise par quelqu'un en voiture électrique. Mais quand même, sur le format, il faut se renseigner un minimum avant de partir, quoi. Dimanche matin, sur une station d'autoroute, l'unique borne était libre, la prise était compatible, mais pas l'abonnement. Ça pareil, tu regardes sur ChargeMap, l'abonnement qu'il faut. Après 3 quarts d'heure de tentatives infructueuses, dont un quart d'heure pour tenter de changer l'appli correspondante et un autre au téléphone avec l'opératrice de l'opérateur de la borne, nous avons renoncé à l'autoroute trop vorace en énergie et pris la départementale. En respectant strictement le 80 km/h pour être certain de pouvoir rentrer le soir à Paris avec les feux de croisement allumés et peut-être un peu de chauffage. Alors, est-ce qu'il était avec une Tesla 3? Je sais pas. Résultat, 1h30 de retard au déjeuner, mais bien nous a pris d'être économe car à l'arrivée au village, 5 heures de branchement sur une prise domestique 16 ampères, nous aurons gonflé que de 60 km d'autonomie supplémentaire. Non, en fait c'était la Leaf là, le dimanche, non? Il a dit qu'au début que c'était la Leaf, je crois. Et ce dimanche, ouais c'est ça, d'accord, il a fait sa route avec la Leaf. Très bien. 60 précieux kilomètres qui nous ont permis de revenir à Paris par l'autoroute sans jamais dépasser le 110 km/h et qui le lendemain m'aideront à rapporter la voiture chez Nissan sans craindre la remorqueuse à 5 km du but. Voilà, chez Nissan du coup. Bilan du week-end, j'ai conduit une voiture très performante à l'allure d'une limace, comme la Tesla que j'ai longuement suivie hier soir et qui comme moi lambinait sur la voie de droite. En fait, une soixantaine de chevaux et 150 Nm de couple m'auraient largement suffi. Mais au pire, on s'en fout qu'il y ait de la puissance, t'es pas obligé de l'utiliser, toute la puissance, je sais pas. Si t'as une voiture de 600 chevaux, tu vas pas accélérer comme un porc juste pour utiliser les 600 chevaux, enfin je sais pas, c'est complètement débile comme raisonnement. Oh là là.
Lille-Marseille à 140 compteurs en 2040. Oui, bah c'est vrai que c'est très intelligent de faire Lille-Marseille d'une traite à 140 km/h compteur. C'est vrai que tout le monde le fait, c'est pas du tout dangereux, hein, évidemment. Quand on dit qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures, je crois pas que ce soit un hasard. Malgré ce bémol, les progrès en autonomie des voitures électriques sont spectaculaires. En 7 ans, depuis les premières Leaf et Zoé, le rayon d'action a plus que doublé. Mais à quel prix? Précisément 45 500 euros bonus non déduit pour la Leaf que j'ai essayé. Oui, donc 39 500 euros bonus déduit, précisons-le. Ou à partir de 35 400 euros pour la version de base, 150 chevaux tout de même. La Zoé R135 est à partir de 34 600 euros, batterie comprise, et 32 000 pour la R110. C'est fou aussi de dire la somme qu'il faut payer sans prendre en compte le bonus de 6 000 euros, tout ça pour gonfler les chiffres. Je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est n'importe quoi. Mais ce doublement de l'autonomie sans augmentation de prix ne change pas vraiment la donne. Pour les réfractaires de mon entourage, le compte ne sera bon qu'une fois possible d'abattre Lille, Marseille ou Brest, Strasbourg à 140 compteurs et s'en recharger pour le prix d'une familiale thermique. Autrement dit en 2040. Non mais, encore une fois, tu fais pas ça d'une traite, quoi. Tu fais au moins 2-3 pauses, parce que là, on parle de 1000 bornes à peu près, quoi. Donc tu fais pas ça d'une traite, hein, je suis désolé. Et tes pauses, tu peux les utiliser pour recharger ta voiture. Certes, ça fait perdre, allez, 15-20 minutes, plus la pause. Mais ça va, quoi, c'est pas la mort, putain, on n'est pas pressé, quoi. Plus d'autonomie ou moins cher? À se demander s'il ne serait pas préférable, plutôt que d'augmenter l'autonomie, de diminuer les tarifs. 150 ou 200 km suffisent à l'immense majorité des trajets quotidiens et cela permettrait d'abaisser les tarifs aux 18 000 ou 23 000 euros qui autoriserait une conversion rentable de la deuxième voiture de presque tous les foyers. Aujourd'hui, une Zoé n'est pas compétitive face à une Clio diesel, d'abord parce qu'elle est plus chère et ensuite à cause de ses tarifs de location de batterie. Au minimum 74 euros par mois pour 7500 km par an, ou 625 km par mois, soit l'équivalent d'un plein de gazole qui durera normalement plus de 625 km. Oui, je suis d'accord sur la location de batterie, c'est honteux. Après, il oublie de préciser que la Zoé existe aussi, batterie incluse. Alors qu'il l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. Je m'interroge aussi sur la conception des électriques qui singent parfaitement celle des thermiques, notamment par leur hauteur qui nuit tant à l'aérodynamique et à 130 km/h et même à 110 fait fondre l'autonomie comme neige au soleil. Pourquoi la Leaf est-elle 6 cm plus haute et 3 cm plus large que la Prius sans être plus spacieuse? Les batteries sont dans le plancher, réveille-toi mec! Pourquoi la Zoé ne reprend-elle pas les fines mensurations de la Citroën AX qui fut la 5 places la plus sobre de son temps? Parce que la Citroën AX c'était de la merde, t'avais un accident avec ça, tu mourrais, et elle n'avait pas de batterie, ni de toute la technologie de maintenant. Est-ce que c'est si dur à comprendre? À quoi sert d'augmenter l'autonomie à des trajets interrégionaux s'ils ne peuvent pas être effectués sur autoroute à allure normale? Qui effectue encore des périodes de 400 km de plus ou plus par les nationales et départementales? Bah ceux qui veulent pas payer les péages par exemple? Juste ça. Enfin, je m'étonne que l'on n'ait pas rendu obligatoire la compatibilité de tous les abonnements de recharge. Ça oui, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Imagine-t-on qu'une Peugeot ne puisse pas faire le plein chez Shell ou une Renault chez Total. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, il faut faire la queue à la caisse pour acheter un ticket. Ou se promener avec avec le portefeuille gonflé des cartes des différents opérateurs. Si l'angoisse de la recharge est l'un des plus gros freins à l'achat d'une électrique, multiplier les bornes ne servira à rien si cela ne permet pas de faire le plein sans stress et à coup sûr. Non, mais déjà, c'est sûr qu'il faudrait inciter les opérateurs, obliger les opérateurs à accepter le paiement par carte bancaire sans contact, par exemple. Déjà, ça ferait gagner un temps fou à tout le monde. Ils ne seraient pas obligés de prendre des milliers d'abonnements. Ça, je suis d'accord que c'est une sacrée connerie. Bon, bref, sinon, son article là, il n'est pas du tout objectif. On voit clairement qu'il n'est pas du tout pour les voitures électriques. Il les défonce, alors son argumentaire, Lille-Marseille ou Brest-Strasbourg à 140 compteurs, tel un gros bourrin, non, à un moment donné, ça tient pas ça. À un moment, c'est bon quoi. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, si vous voulez pas passer à l'électrique, monsieur Savary, n'en écoutez pas les autres, clairement. Bref, voilà, c'est tout pour cet article, on arrête là. Moi je le trouve pas du tout objectif, en tout cas c'est un biais d'humeur et on le sent très
très peu pour l'électrique. Il dit pas que des choses fausses, hein, notamment sur les recharges et surtout les 10 000 badges qu'il y a à faire, mais bon, il omet certaines informations et il n'est pas du tout objectif, quoi. Comme les prix qui sont gonflés en omettant le bonus de 6 000 euros, par exemple, c'est assez de mauvaise foi de faire ça, je trouve. Pour les chiffres, en gros, là, il a juste, hein, je suis d'accord, mais bon, bref. En voiture électrique, de toute façon, on sait très bien qu'il faut éviter les autoroutes. Voilà, c'est comme ça, pour l'instant, c'est comme ça. À part la Model 3 et les autres Tesla, du coup, qui est sur autoroute, consomme plus que sur route, mais pas beaucoup plus finalement. Surtout la Model S qui, elle, consomme partout beaucoup, donc ça change pas grand-chose sur autoroute. La Model 3, elle est plutôt efficiente avec son aéro travaillé sur autoroute, donc elle surconsomme pas trop. Et de toute façon, elle est superchargeur Tesla, donc c'est sûr qu'on peut aller sur l'autoroute avec. Après, voilà, les autoroutes, c'est bardé de péage aussi, donc même si moi j'avais une thermique, j'éviterais au maximum les autoroutes, hein, au maximum. Je dis bien que je pourrais peut-être pas les éviter tout le temps, mais moi j'ai pas envie de payer les péages qui ont des autoroutes qui ont été payées depuis des dizaines d'années, et qui est toujours les péages là. Franchement, ça c'est du racket. C'est du racket des automobilistes, et rien que pour ça, j'éviterais les autoroutes quand même, quoi. Donc au pire que les voitures électriques elles surconsomment sur autoroute, moi je m'en fous parce que je les éviterai au maximum de toute façon si je dois en prendre un jour. Je, je privilégierai les départementales, comme la plupart des conducteurs de véhicules électriques d'ailleurs je pense. Bref, voilà. Bah écoutez, moi j'arrête là. N'hésitez pas à réagir hein, sur son billet d'humeur à celui-ci. Je vous laisse. Ciao.